Je donne la parole à Thierry Lebon pour Parsec. Okay. Bonjour à tous. Oui, je voudrais vous parler de l'innovation sur laquelle on travaille depuis maintenant 7 à 8 ans pour sortir une version 3 là, prochainement. Donc, vous aurez quelques copies d'écran et c'est une solution qui pourra être utilisée plus qu'en expérimentation. À partir de, je ne me prononce pas trop sur les dates, mais en fait, on a bon espoir de sortir avant fin septembre. C'est très bientôt. Je vais structurer ma présentation en 3 parties, si je retrouve. Voilà. Une première partie, c'est le contexte que tout le monde connaît, mais je le rappelle. La deuxième partie, je vais aller vite. Je vais ouvrir le capot pour voir ce qui est à l'intérieur du système. Et enfin, le troisième, c'est les challenges résolus. Et je vais plutôt me focaliser là-dessus, parce que je sais que c'est plus ce genre de sujet qui va intéresser l'auditoire. Enfin, encore que je pourrais répondre à des questions plus techniques s'il y a. Je voudrais aussi évoquer un sujet qu'on évoquera ensuite, c'est l'avènement de l'intelligence artificielle qui pose vraiment la question de l'hébergement des données sensibles sur des clouds qui sont maîtrisés par d'autres. Et donc, c'est aussi la question du chiffrement de bout en bout qui est arrivée un petit peu d'actualité avec l'arrestation de Pavel Durov. En fait, ils ne font pas du chiffrement de bout en bout, mais en fait, le sujet a été porté. Et aujourd'hui, ce n'est pas un sujet qui est vraiment traité côté marché. On est plus sur on est plus côté marché sur la lutte contre les attaques d'une façon globale, plus que sur la partie protection en mode chiffrement de bout en bout. Et c'est peut-être en train d'arriver. Donc le contexte en premier, planche évidente pour tout le monde. Voilà l'exemple d'un système. Donc, historiquement, quand on a commencé à partager de l'information, on est arrivé progressivement de quelque chose qui fonctionnait en local, Microsoft 1.0 à l'origine, les DOS, en fait, plus exactement, à une architecture 3/3 maintenant, qui fait que schématiquement, le serveur, dans tous les cas, ou presque tous les cas, a connaissance de l'information. Et avec le cloud, cette situation s'amplifie. Donc, concrètement, on a des utilisateurs, des terminaux, des devices, du réseau, et puis des infrastructures techniques pour héberger les serveurs. Ça, c'est l'environnement réglementaire. Je remercie De Gaulle Fleurance là, qui a fait cette planche et qui le présente régulièrement au hub cyber systématique de façon complètement évolutive. Évidemment, tout le monde a en tête les réglementations européennes, NIS2, la cyber-résilience. Il y a énormément de normes aussi qui sortent actuellement. Et donc, voilà, un écosystème très fouillé en matière de cyber. Là encore, tout le monde en a bien conscience. Mais il faut prendre conscience que cet environnement réglementaire va faire bouger de façon très importante les périmètres dans les années qui viennent. Un point que je n'ai pas dit, c'est qu'effectivement, cette architecture-là, elle est mise en danger par le fait que tout transite potentiellement en clair sur l'Internet, que le cloud se généralise, que la mobilité est partout et qu'on ne peut plus travailler en périmétrique comme on a jusqu'à présent travaillé pour les questions de sécurité et qu'il faut étendre en fait la notion de la sécurité. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ma présentation Data Zero Trust, parce que c'est exactement ce qu'on fait au niveau de Parsec. Je ne vais pas présenter l'entreprise, mais vous irez voir sur Internet. Donc la première approche, les menaces, en fait, elles se déclinent au niveau de ces différents composants de l'architecture. Donc du côté des users, les choses sont à peu près cadrées avec les systèmes d'authentification multifactorielle et autres. On peut considérer que le user est relativement sécurisé. On peut parler des PKI également, qui peuvent nous intéresser dans le cadre d'une application comme celle que je vais vous présenter. Les devices sont traités également, bon, à part différents outils, mais on peut avoir en tête ce qu'on appelle les XDR, donc les Endpoint Detection and Response, et tout un ensemble d'outils informatiques qui analysent toutes les transactions qui sont faites sur le terminal et qui remontent à un système central
les alertes pour pouvoir bloquer les attaques quand elles arrivent. Sur la partie, sur la partie Internet, sur la partie, je sais pas, la partie Internet, si voilà, sur la partie réseau et Internet, ça va être en fait le lieu de ce qu'on appelle le ZTNA, c'est-à-dire Zero Trust Network Access, notamment. On va trouver aussi les réseaux privés virtuels et tout ce type de, disons, de matériel qui permettent de garantir que le réseau va fonctionner de façon sûre. Et enfin, l'infrastructure va être traitée par différentes approches. Une des approches, c'est celle qui consiste à localiser, à géolocaliser les données avec des normes très sévères comme le Sectum Cloud ou le UCS qui se prépare au niveau européen. Je vais très vite parce que c'est pas l'objet. Voilà. Donc en final, il reste une composante qui est la data qu'il va falloir sécuriser et qu'il va falloir sécuriser sur tous les endroits où elle passe. Et ça va être l'objet de mon propos. Donc là, je vous ai présenté une planche qui est relativement connue, mais il y en a d'autres en fait, qui normalise les approches Zero Trust sous l'angle des différents composants des systèmes d'information. Donc on retrouve le user, le device, les applications en termes de charge utile, la data, ce qui va nous intéresser, le réseau, et puis deux autres sujets concernant en gros la gouvernance. Là, c'est une copie de la page de couverture du dernier cadre de cybersécurité du NIST, donc qui normalise de façon globale l'approche de cybersécurité, avec la gouvernance au milieu, les 5 composantes que tout le monde connaît, et on va nous se focaliser particulièrement sur la composante Protect concernant les data. Donc les conclusions de ce contexte, c'est que la sécurité n'est plus une option. Là, j'enfonce les portes ouvertes dans cet auditoire, qu'il y a un environnement réglementaire qui se durcit, qu'il y a un certain nombre de normes qui sont en train d'apparaître à travers, j'ai cité 2 en particulier, la stratégie du département des défenses États-Unis et les standards NIST. Côté OTAN, donc, on appartient aussi à un groupe de travail NIAG, NATO Industry Advisory Group, qui traite justement de ces questions de Zero Trust. Et c'est en partie également standardisé, enfin en début de standardisation à travers une norme qui s'appelle l'ACP 240 pour ceux qui s'intéressent au sujet. Et donc, le périmétrique est obsolète parce que l'ennemi est à l'intérieur. Il est tellement à l'intérieur que même avec les intelligences artificielles, en fait, quand on met ces données sensibles sur du cloud maîtrisé par un tiers, soit étranger ou même français, enfin même européen, eh bien, on n'a pas la garantie que ça ne sert pas de corpus d'apprentissage à des intelligences artificielles qui vont ensuite aller chercher l'information utile d'une autre façon. Donc, nos convictions et les spécifications de ce qu'on a poussé en avant, c'est que la sécurité doit être traitée au plus près de l'utilisateur et que le device doit être considéré comme la seule entité de confiance dans tout cet écosystème. Alors, c'est vrai que c'est une hypothèse. On peut considérer que le device peut être attaqué, mais dans tous les cas, le device peut être attaqué si on fait du web. Mais je dirais que dans une approche de ce type-là, à partir du moment où on interagit en passant par des réseaux publics ou par des réseaux privés d'ailleurs, repousser la sécurité au niveau du device, c'est une façon de renforcer, de durcir la sécurité. Et ensuite, il faut aborder les choses d'une façon, ce que j'ai appelé CIA+, parce que je ne vais pas mettre les autres, donc confidentialité, intégrité, authenticité, non-répudiation, résilience, anonymisation, traçabilité, historisation, révocation. Je suis sûr que j'en oublie. Mais c'est les grandes fonctions de sécurité, pareil, que tout le monde connaît. Et donc, on aborde la question sous l'angle de 3 concepts ou de 3 principes, on peut dire. Le Zero Trust, c'est-à-dire Never Trust, Always Verify, c'est-à-dire la vérification systématique de toutes les transactions qui sont faites. Le Zero Knowledge, c'est-à-dire, alors c'est un peu barbare ce que j'ai écrit, mais c'est la crypto-implémentation du droit à en connaître, c'est la garantie que quelqu'un qui accède à l'information est bien la bonne personne et a bien le droit d'en connaître, mais avec un mécanisme de cryptographie. Donc nous, on va être plutôt des utilisateurs du travail précédent, enfin des gens qui font de la crypto, sachant qu'on n'aura pas du tout la prétention de se positionner au niveau des gens qui conçoivent les cristaux, mais d'utiliser les bibliothèques de cryptographie. Alors,
d'ailleurs, j'en profite pour préciser que sur ces questions de post-quantique, on voit le problème comme étant, pour nous, de notre côté, l'implémentation d'une bibliothèque post-quantique à l'intérieur du système, mais c'est un non-problème. Nous, on va se situer plutôt sur des mécanismes d'asynchrone qui permettent de la gestion de la concurrence. Et enfin, le dernier point, il est le data-centric security, c'est-à-dire crypto-contrôler toutes les datas et les métadatas des données au niveau du terminal et au niveau du serveur. Les principes, ils sont à peu près là, ils se rejoignent un petit peu quand on regarde le Zero Trust de façon générale et puis la politique Zero Trust de l'OTAN, par exemple, c'est toujours supposer que la brèche existe. Et puis ne jamais vérifier, ne jamais faire confiance, toujours vérifier, appliquer le moindre privilège. Et puis, bon, pour le reste, je ne détaille pas. Alors, les principes techniques maintenant, il faut voir le système comme étant un système composé de 3 parties. Là, vous l'avez sur le schéma de droite, hein, c'est-à-dire la zone de confiance, je l'ai dit, c'est l'hypothèse, c'est le terminal. Et puis des zones de moindre sécurité qui sont le serveur de métadonnées, qui lui va être un serveur extrêmement léger, qui va lui gérer uniquement les métadonnées. Alors, dans les métadonnées, on va trouver les adresses des paquets, par exemple, hein, des paquets chiffrés, et puis on va trouver tout un ensemble d'informations qui permettent de gérer la sécurité en ajoutant des couches de type data-centric sécurité qu'on n'a pas encore implémentées, mais auxquelles on réfléchit. Donc, le principe, c'est de signer et de chiffrer toutes les données au niveau de petits blocs dans le terminal et de gérer en fait les transferts au niveau d'un serveur de métadonnées qui lui-même va être chiffré, la clé de chiffrement étant, les clés de chiffrement étant individuelles au niveau des personnes, et de systématiquement signer tous les blocs, ce qui fait qu'à partir du moment où on utilise un bloc, on ne peut pas utiliser un bloc qui n'a pas une validité de signature, et on va revenir à peu près dans les détails, dans les principes, dans la présentation, hein, dans ce que j'ai appelé les challenges qui ont été relevés dans le développement de ce système, qui est d'ailleurs accessible sur GitHub en source ouverte. La licence n'étant pas afféro-GPL, du moins pour le moment. C'est du BUSL, c'est-à-dire de l'afféro-GPL différé. Donc, au niveau des grands principes, on va dire qu'on souhaite contrôler les données, alors je vais ajouter données sensibles, par des clés locales et personnelles, et uniquement par des clés locales et personnelles. On n'est pas sur du two-man's rule pour les gens qui maîtrisent ce sujet. Le two-man's rule, il est sensible à la collusion, c'est-à-dire qu'il y a une clé sur le serveur, il y a une clé qui est détenue par le propriétaire. Et donc, nous, on va plutôt aborder le problème en une seule clé qui est détenue par le propriétaire de la data, chacun ayant sa propre clé. Ensuite, donc là, je vais vous montrer en fait des copies d'écran qui montrent en fait à quoi ressemble l'application qui va sortir. Donc c'est un peu une première parce qu'on l'a même pas annoncé encore au niveau marché. Hein. C'est une application totalement refondue en Rust, donc memory safe. C'est-à-dire qu'on avait sorti la présente version en Python, elle a été recodée intégralement et donc ça a 2 avantages. Plusieurs avantages même encore. On a un premier avantage qui est le multi-device, c'est ce qu'on cherchait, c'est d'avoir une seule base de code pour faire du mobile, du web, du desktop. Avoir deuxièmement du memory safe, ce qui est recommandé d'ailleurs par notamment les experts de la Maison Blanche vis-à-vis des applications de sécurité. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est que c'est un code qui est donc compilé, c'est un langage qui est compilé, et donc on va baisser la consommation, la mémoire, et puis on va avoir des temps de réaction beaucoup plus rapides. Mais ça, je dirais que c'est plus à mesurer en fonction du contexte. L'important, par contre, c'est qu'on est sur un système qui va être asynchrone. Alors ça, c'est vraiment en rupture par rapport à ce qui se fait. Alors, il y a plein de systèmes, évidemment, asynchrones. Mais on a parlé tout à l'heure de la petite moulinette là, très pénible à attendre quand on fait du web. Là, en l'occurrence, ça va fonctionner à la vitesse du terminal. Puisqu'en fait,
les synchros sont déclenchés a posteriori quand le réseau est disponible. Alors là, un avantage, c'est que ça peut fonctionner, par exemple, sur du réseau extrêmement aléatoire, voire intermittent, voire coupé. Et il y a une gestion de la concurrence qui remonte progressivement toute la cohérence de la donnée a posteriori. Donc c'est intéressant, par exemple, sur des applications militaires en particulier, mais bon, pas que. Surtout, c'est intéressant pour synchroniser des très grosses quantités, des très gros fichiers, parce qu'on n'a pas besoin d'uploader. En fait, on traite le problème directement au niveau du terminal, et ensuite, le reste, ça se synchronise à la vitesse du réseau. Et ensuite, on va travailler sur ce qu'on a appelé des organisations souveraines, c'est-à-dire qu'on ne s'appuie pas du tout sur un annuaire, puisque l'annuaire est considéré comme n'étant pas de confiance, mais on va s'appuyer sur une PKI dans le cas où on veut simplifier la gestion des organisations, pas quand elles existent, mais l'inconvénient d'une PKI, c'est que pour fonctionner à l'extérieur, ça devient plus difficile, puisque les gens avec qui je vais devoir échanger, les partenaires, ils ne vont pas forcément avoir une PKI, ou même ma PKI, où il faut que je leur distribue en fait les clés, et le problème de la distribution des clés est vraiment gênant. Et donc, on va voir qu'on a essayé de régler cette affaire-là en intégrant une PKI directement à l'intérieur du système. Voilà un peu à quoi ressemble la nouvelle interface. Donc, un gros travail du X pour arriver à... Alors, c'est très simple visuellement et c'est très complexe à l'intérieur. Essayer de vous dévoiler un petit peu une certaine forme de complexité. Le but étant de rendre accessible la sécurité des données sensibles à des utilisateurs qui ne connaissent que le copier-coller. Là, je caricature. Là, j'ai une petite présentation, mais on ne va pas avoir le temps de la dérouler, c'est un petit film. Ensuite, je vais essayer d'aller rapidement sur l'ouverture du capot, justement pour expliquer ce qu'on fait. Donc déjà, il y a un concept d'organisation. Si on veut comprendre comment ça marche, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'appuyer sur un annuaire, mais on peut créer en tout cas une organisation sécurisée. Donc créer une organisation, c'est transférer des clés. En intégrant N utilisateurs, voire en intégrant une PKI déjà qui a déjà été constituée. Donc, c'est une organisation de confiance. Le mot doit être précisé. On a des comptes utilisateurs, on a des appareils et on a des espaces de travail. Je passe sur ces concepts et je vais passer sur les planches suivantes, je pense, parce que sinon, on va y passer trop de temps. Je reviendrai, il y aura des questions, j'y répondrai s'il y a des questions. Donc, dans l'organisation, on va avoir trois typologies d'utilisateurs, c'est-à-dire l'administrateur, c'est celui qui administre une organisation, c'est-à-dire qui enrôle ou qui révoque, encore que la révocation se fait maintenant par rotation de clés. Un utilisateur accède à l'annuaire, il peut créer des enclaves de sécurité, ce sont des coffres-forts partagés, et un utilisateur est invité, il a juste accès à une enclave, il ne peut rien faire. Ça, c'est trois concepts importants. Je passe pour le reste. Ici, on a un point de montage, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui se voit depuis le système qui est déployé sur le terminal est en fait accessible directement comme si c'était une clé USB montée. On est dans une approche un peu Dropbox. Et le but dans notre roadmap, c'est d'intégrer progressivement à ce système qui maintenant fonctionne au niveau du noyau des fonctionnalités. Je reviendrai sur la fin si j'ai le temps. On a un mécanisme d'enrôlement. L'enrôlement, pour ceux je pense qu'ici tout le monde connaît Olvid. C'est d'ailleurs en discutant avec eux qu'on a souhaité implémenter le même mécanisme qu'eux, qui s'appelle le Single String Authentication. Single Authentication String, très exactement, qui permet en fait d'assurer d'éviter le two-man's rule, le man in the middle, et de garantir en fait que la confiance interpersonne est faite. Donc le mode Orling, c'est lié à l'asynchrone. Donc je passe, qui permet en fait de travailler tranquillement dans son coin en attendant que le réseau se rétablisse. Là, je passe là-dessus aussi. Et bon, ça, c'était le test de sécurité de l'ANSSI obtenu avec la version P2. Il y a un dossier qui a été déposé en avril sur la version V3 qui sort actuellement. Mais l'ANSSI nous semble un peu changé actuellement. Parce que les Jeux Olympiques, je pense, n'ont pas dû aider.
Alors là, c'est pas pour rentrer dans le détail, mais c'est pour vous montrer en fait dans le système, il y a évidemment une spécification cryptographique. Donc vous avez ici la façon dont fonctionnent les transferts de clés. Là, plusieurs fonctions: sécuriser localement la clé de chiffrement, garantir l'intégrité des données, sécuriser les données. Là, c'est les clés qui sont symétriques à l'intérieur du système avec leurs fonctions, et puis les clés asymétriques à l'intérieur du système avec leurs fonctions. Les menaces, on les a listées également rapidement ici. Donc, et puis la façon dont elle les règle avec soit des signatures, soit des mécanismes de révocation, soit du SAS, etc. Donc, je passe sur ces détails. Voilà, ça, ce sont les processus de transfert de clés qui sont précisés d'une autre façon entre l'utilisateur sur son device et le métadonnées, le serveur de métadonnées. Donc, il peut partager un espace de travail, il peut créer un fichier, il peut révoquer, et voilà. Donc là, j'en resterai là pour, disons, l'ouverture du capot, sauf s'il y a des questions, et j'essaierai de répondre, mais comme je ne suis pas d'un niveau technique aussi élevé, probablement que les gens du club au CIR, s'il y a des questions, notamment sur les questions de codage et de développement, je ne saurais pas répondre. Par contre, sur les concepts, je peux répondre. Bon, alors, on a été amené pour faire ça à résoudre un certain nombre de challenges. Parce que, en fait, c'est vraiment conceptuel, en fait, pour pouvoir, le but étant partager de la donnée en la contrôlant par des clés locales et personnelles, et pouvoir le faire sur des données de taille indéterminée. Le premier sujet qu'on a, c'est créer une organisation de confiance, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il faut en fait, alors soit on s'appuie sur une organisation existante, une PKI qui a déjà été déployée par un client. Donc ça, on l'a déjà fait, hein, puisqu'on on branche en fait Parsec directement sur un système extérieur de PKI. Soit on veut faire du partage avec des gens externes qui ne sont pas sur la PKI, ou avec des petites structures qui n'ont pas forcément de PKI parce qu'ils n'ont pas les moyens et que c'est complexe à déployer. Hein. Je prends une boîte de 50 personnes, elle ne va pas avoir sa PKI. Eh bien, en fait, on procède on a réglé le problème en intégrant l'équivalent d'une PKI, et d'une PKI qui est pilotée non pas du haut vers le bas, hein, c'est-à-dire avec des mécanismes de certificats qui descendent vers l'utilisateur, mais plutôt du bas vers le haut, avec des mécanismes d'enrôlement de l'administrateur direct vers un user qui va être déclaré comme ayant tel ou tel rôle dans l'organisation. Et donc, ça va procéder d'un mécanisme de signature en cascade, comme c'est indiqué ici. Et ce système, il intégrera globalement dans le fonctionnement la révocation d'une des personnes de cette arborescence, c'est-à-dire que la révocation d'une des personnes de cette arborescence va entraîner la nullité de tout ce qui passe a posteriori le concernant. Donc, premier challenge réglé, on intègre une PKI dans l'outil. Le deuxième challenge qu'on veut régler, c'est que la confiance, c'est pas quelque chose qu'on confie à une machine. La confiance, c'est entre deux personnes, et deux personnes physiques. Et donc, pour le faire, il faut procéder à un mécanisme d'enrôlement sur cette fameuse PKI dédiée. Ici, vous voyez un petit peu le principe général des transactions. Et ici, c'est le visuel. Alors, c'est le visuel sur l'ancien système. Maintenant, c'est plus chouette. Où là, en fait, on procède avec une sorte de challenge qui consiste à poser la question à son interlocuteur de la clé qu'il voit et vice-versa. Des quadrigrammes qu'il voit. Et donc, de cette façon-là, on arrive à créer, en fait, à gérer le transfert de clés. Parce qu'en fait, le vrai sujet, c'est le transfert de clés. On a parlé tout à l'heure du Web of Trust. Je ne sais pas dans quelle mesure il est très poussé, développé. Mais en fait, ce qui fait que ça a du mal à marcher, c'est que derrière, en fait, personne n'y comprend rien. Et en fait, on ne peut pas confier ça. Enfin, c'est pas un utilisateur lambda. Transférer une clé, il ne sait pas faire. Ça devient compliqué. Donc là, en faisant de cette façon-là, on arrive à faire un transfert de clés simple et intuitif. Même par quelqu'un qui ne connaît pas la sécurité, la cybersécurité. Ensuite, le Zero Trust,
toujours vérifier, jamais faire confiance. Et donc, en gros, vous avez deux notions. Vous avez les blocs qui sont à la fois chiffrés et qui sont en même temps signés par des clés qui sont des clés personnelles. Enfin, la clé de signature est attachée au device et la clé de chiffrement est attachée au user. Eh bien, à chaque fois qu'on va utiliser un bloc, donc les blocs sont stockés pour des questions de partage sur le cloud. Hein. Le sujet, c'est de faire du partage sur le cloud. Eh bien, chaque fois qu'on va utiliser un bloc, il va être vérifié du point de vue de sa légitimité vis-à-vis de son arborescence de signature, et il ne va être présenté à l'application cliente, donc sur le poste de travail, que si sa signature est légitime. Donc, en fait, le challenge numéro 3, c'est tout signer et tout vérifier et tout contrôler à chaque étape de transaction. Ensuite, un autre sujet auquel on a été confronté, c'est, alors je vois que quand on cherche à faire de la sécurité des documents, pratiquement, je crois, ouais, toutes les solutions qui traitent du problème le traitent sous l'angle du document. C'est-à-dire, on va prendre un fichier, on va le chiffrer, et on va le déposer dans un coin et il est protégé. Alors en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, dans les usages, on a une problématique d'atomicité qu'il faut traiter, parce que en fait, tout est URL et flux, hein, la vidéo par exemple, et si on traite le problème au niveau du document, à un moment donné, il y a des goulots d'étranglement, parce que traiter des gros documents, je ne sais pas, par exemple, prendre un fichier de 5 gigas et le traiter de cette façon-là, si on veut faire du chiffrement de bout en bout, ce n'est pas possible, parce qu'il faudrait le chiffrer, si on veut le partager à 50 personnes, 50 fois. Donc ça, ce n'est pas possible. Il faut aborder le problème d'une autre façon, il faut l'aborder en flux. Et donc en atomicité extrêmement faible, c'est l'approche par petits paquets. Et donc le challenge qu'on a, enfin le parti pris qu'on a pris, c'est de processer non pas des documents, mais des flux. Autre challenge aussi, s'agissant d'applications chiffrées de bout en bout, c'est la compatibilité ascendante. Donc là, en fait, le sujet, quand on a une base de données, on peut faire facilement de la reconfiguration de la base de données et faire évoluer le système, mode agile, enfin des choses comme ça, qui permettent de transformer progressivement. Mais là, quand on a un serveur qui s'appuie sur des métadonnées chiffrées, eh bien, on est face en fait à une autre problématique, parce que le serveur central, on ne peut pas le faire évoluer facilement. Il faut aborder le problème très en amont au niveau des métadonnées chiffrées et donc anticiper toute cette question de compatibilité ascendante. Le dernier sujet, c'est l'intégration forte de la sécurité. Donc j'ai parlé de signature et de chiffrement des données. Donc là, en l'occurrence, c'est la question des gros fichiers. Voilà, et c'est la question des gros fichiers. Donc en fait, le parti pris également qui est pris sur ces applications-là, c'est de traiter en fait, en intégration forte toutes les questions de sécurité et d'application. Dernier point, pardon, la consistance, ce qu'on appelle eventual consistency, ou la cohérence éventuelle, c'est la garantie que lorsqu'une mise à jour est effectuée dans une base de données distribuée, cette mise à jour sera finalement reflétée dans tous les nœuds qui stockent les données, ce qui se traduit par la même réponse à chaque fois que les données sont interrogées. Et ça, c'est un des sujets probablement les plus compliqués qu'on a eu à traiter. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que, alors, sans traduire de grand secret, mais le dernier bug bloquant qu'on avait, c'était un bug qui mettait en problème la synchronisation des fichiers en mode asynchrone. C'est un bug qui est aujourd'hui réglé, mais il faut en fait garantir que quand un interlocuteur A envoie une information sur le système, eh bien, cette information est bien visible d'un interlocuteur B qui dispose du partage. Alors là, je vais maintenant parler, mais j'aurais peut-être fait trop vite alors. Je vais parler de deux types d'applications.
les applications que j'ai qualifiées de duales, c'est-à-dire militaro-civiles. On va dire que c'est les applications civiles, si on veut vraiment être précis, mais sans rentrer dans le détail, c'est plus une question de feuille de route. On a travaillé dans le cadre de France 2030, on a eu deux contrats. Le premier, c'était dans le cadre c'était en 2021, donc c'était la stratégie de cyber-résilience de l'État. Je ne sais plus comment ça s'appelait exactement cet appel à projet. Là, on nous a confié en fait c'est en fait là qu'a démarré en fait la refonte en Rust de l'application. Bien. Bon, je ne peux pas rentrer dans le détail des applications concrètes de l'outil, mais il en a. Bon, voilà. Donc ça, c'est la première partie de 2021. Et là, récemment, en 2023, on a été titulaire avec le consortium Hexagone. Donc, c'est toutes les boîtes là qui sont présentées ici, d'un contrat sur ce qu'ils ont appelé les suites bureautiques développées pour les besoins de l'État. Nous, on va être positionnés dans ce qu'on a appelé le noyau Zero Trust pour le partage documentaire. Et derrière, on va travailler avec des gens qui font à la fois du mail, des gens qui font de la visio et de l'audio, et des gens qui forquent actuellement OnlyOffice. Ce qui fait qu'une fois qu'on a un noyau de cette façon-là, un noyau Zero Trust qui permet de faire du transfert parce qu'il gère les clés et il gère les chiffrements, eh bien, on va attaquer dans les années qui viennent l'intégration de ces composants complémentaires. L'objectif étant d'avoir une suite qui est facile à utiliser localement. J'insiste bien, c'est comme si on était sur sa machine, comme autrefois dans les années 80 où il n'y avait pas de réseau. Et puis, pour le tout bout, pourtant, on est capable de faire du partage. Donc, ça donnera ça. Ça, c'est juste une vue de l'esprit. Hein. C'est un composant OnlyOffice qui tourne sur Parsec, qui tournera sur Parsec. Ça, c'est une messagerie instantanée collaborative également, qui tournera en 0.3 sur Parsec. Et puis ensuite, on a réfléchi sur les applications militaires. Alors là, je vais en parler relativement librement parce que c'est pas, il n'y a rien de confidentiel derrière. En général, quand on parle des militaires, c'est toujours sensible. Ici, en fait, vous avez 3 niveaux de ce qu'on appelle les applications de data-centric security, c'est-à-dire comment je fais en sorte de gérer le droit. Enfin, le droit, on connaît, c'est-à-dire que je contrôle en fait tous les échanges qui se passent entre les différents espaces de telle sorte que ce soit conforme à la politique de sécurité. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire du copier-coller entre enclaves, il faut vraiment contrôler que ce copier-coller entre enclaves, eh ben, il est conforme à la politique. Et donc, alors là, je ne rentre pas dans le détail, on pourra rentrer après, mais en gros, le principe, c'est qu'il y a des zones de confiance ou des organisations de confiance qui s'appuient sur des PKI centralisés et puis qui vont s'appuyer aussi sur ce qu'on appelle une gateway qui va contrôler en fait ce qu'on appelle un policy enforcement point qui va contrôler conformément à une politique de sécurité que l'information elle a le droit de passer ou elle n'a pas le droit de passer. Voilà. Sur l'architecture, ça donne des choses qui peuvent ressembler à ça. Je ne rentre pas dans le détail, mais en gros, voilà, si Bob il est dans une organisation 1 qui est relié par un réseau non protégé ou un réseau lambda avec Alice qui est dans une organisation 1, dans une organisation 2, eh bien, ils vont pouvoir arriver à échanger des choses quand même, moyennant un certain nombre de conditions. Ça n'existe pas, mais ça préfigure un petit peu ce que pourrait être l'utilisation astucieuse d'un outil comme ça. Voilà, j'ai terminé ma présentation, j'ai un quart d'heure d'avance. Je peux rentrer dans les détails s'il y a des questions. Merci beaucoup, Thierry, pour cette présentation.